Salut les gens et bienvenue dans ce petit vlog review sur RWBY, une série que je suis depuis quelques temps maintenant, et vu que j'ai regardé très récemment le dernier épisode de la saison 8, ou du moins le dernier qui est sorti en date, je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour vous parler de cette série qui me frustre tout particulièrement, et vous dire ce que j'en pense. Mais d'abord, petit résumé de ce qu'est RWBY, qui est pas si populaire que ça, mine de rien, et qui mérite sans doute d'être un peu plus détaillé pour les newcomers, comme on dit. RWBY est une web-série d'animation 3D américaine créée en 2013 par Monty Hume pour la compagnie Rooster Teeth. Dans le monde de Remnant, des jeunes sont entraînés afin de devenir des chasseurs, destinés à protéger le monde contre des créatures sauvages nommées les créatures de Grimm. Quelques années avant les événements de la série, un mystérieux élément nommé la Dust fut découvert et permis aux humains de construire des armes ou de déclencher des pouvoirs efficaces contre les créatures de Grimm. Remnant a été à l'origine créé par le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres, dans le cadre d'une expérience inexpliquée. Les dieux ont finalement créé l'humanité comme un projet commun, pour combler leurs différences. L'humanité a existé aux côtés de leurs créateurs pendant des siècles, jusqu'à un moment où une jeune femme, nommée Salem, a affronté les dieux exigeant qu'ils leur rendent son amour perdu, Ozma. Après avoir essuyé un refus des dieux, elle a essayé de les forcer mais eut pour seule rétribution une malédiction, celle de l'immortalité. En colère et frustrée, Salem a fait savoir aux différents royaumes qu'ils pouvaient renverser les dieux et prendre leur pouvoir pour eux-mêmes. L'humanité se rebella alors contre ses créateurs, mais à peine ont-ils tenté de les affronter que le dieu des ténèbres les a tous anéantis, sans un seul effort. Tous, à l'exception de Salem, pour la punir de sa félonie. Les dieux ont alors choisi de partir, le dieu des ténèbres détruisant la lune dans le processus, en emportant la magie avec eux, et laissant ce monde et les rares humains survivants dans un état de simple vestige de ce qu'ils étaient autrefois. L'humanité s'est depuis remise de son extinction, et s'est retrouvée maintenant rejointe par une autre race intelligente, les Faunus, des hybrides humains et animaux. Le monde cependant n'était plus le même, et sans magie, les humains étaient devenus vulnérables face aux Grimm. Les humains ont alors commencé à exploiter le pouvoir de la Dust pour se défendre. La série se centre sur l'équipe RWBY, 4 jeunes filles qui tentent de devenir chasseuses à l'académie de Beacon. Le nom de l'équipe est issu des initiales des 4 principales protagonistes de la série, à savoir Ruby Rose, Weiss Shni, Blake Belladonna et Yang Xiaolong. La série commence à l'arrivée de Ruby dans la ville de Val pour y devenir étudiante. Alors RWBY, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, c'est un peu de la merde, mais je m'accroche, quelque part. Je m'accroche, j'aime bien. Mais je sais très bien que je me fais du mal à chaque fois que je le regarde, RWBY. Et ça me fend un peu le cœur quelque part. Mais j'aimerais revenir avec vous là-dessus sur pourquoi je trouve que RWBY c'est de la merde, mais pourquoi d'un côté je trouve aussi qu'il y avait le potentiel pour faire quelque chose de grand, pour faire quelque chose de génial. En fait, il y a un peu deux périodes à RWBY, et je pense que les fans de la série doivent le savoir. Il y a la période Monty Hume et la période post-Monty Hume, c'est-à-dire que le créateur original de la série est décédé, et c'est son studio, Rooster Teeth, qui a repris en fait les rênes du projet. Et concrètement, ça se sent particulièrement. C'est-à-dire que les 3 premières saisons, alors les 3 premières saisons ont plein de défauts, notamment en termes de budget, vu que c'est une série qui a commencé sur YouTube à la base. C'est cheapos, c'est pas forcément le plus beau, mais il y a un côté panache, si tu veux, il y a le côté passion qui ressort, et on sent ça, que ce soit par rapport aux scènes de combat qui sont absolument fantastiques, quoi. C'est du Monty Hume pour ceux qui connaissent. Que ce soit au niveau même de la personnalité des personnages, même si les dialogues volent pas forcément très haut, tu sens qu'ils ont voulu faire quelque chose, tu sens qu'il y avait de l'âme derrière ces personnages. Et puis surtout, tu avais le côté également, et ça Monty Hume à l'époque où il était encore en vie, paix à son âme, disait, c'est que même si le niveau d'écriture était pas ouf, il y avait des choses qui étaient tentées. Enfin, notamment, je pense que la plupart des fans de RWBY qui ont vu la saison 3 de RWBY me diront que effectivement, la fin de la saison 3 est badante, la fin de la saison 3 est magnifique. Par contre, c'est après que ça se gâte, dans le sens où on sent que la mort de Monty Hume a vraiment pesé sur la direction, que ce soit artistique ou scénaristique de RWBY, dans le sens où les combats sont plus mous de manière générale, ils ont voulu foutre plein d'enjeux politiques, mais tu sens qu'ils pataugent dedans. De manière générale, les personnages sont des clichés d'eux-mêmes, et c'est assez frustrant là-dessus. Et on va détailler ça plus en profondeur dans la suite de cette vidéo. Déjà, j'ai un gros problème avec les protagonistes dans RWBY,
Dans le sens où au début de la série, c'est normal que les personnages soient pas très développés forcément, vu que tu apprends à les connaître, et que tu poses déjà les bases, donc tu poses leur personnalité, tu poses leurs objectifs. Et le problème, c'est que par la suite, post-saison 3, malgré justement les gros événements qui s'y passent, il ne se passe rien de spécial pour les personnages. Par exemple, on va reprendre les 4 personnages principaux, les 4 héroïnes principales, une par une. Enfin, déjà Ruby, par exemple, qui est décrit comme une enfant génie dans la saison 1, qui a construit son arme toute seule. C'est une fille qui est décrite comme ayant une vision très romantique en fait du métier de chasseuse. Elle voit ça comme une espèce de grande aventure, un peu à la Emma Bovary. Et même si elle est présentée avec des grandes capacités de leadership, elle est aussi présentée comme étant très juvénile, très adolescente, un peu teubée. Donc c'est un personnage qui a besoin de gagner en maturité. Et le problème, par exemple, que j'ai avec Ruby, c'est que malgré toutes les horreurs qui lui est arrivées entre-temps, elle a très peu évolué mine de rien. Elle assume par exemple pas ses mensonges dans le volume 7. Elle adore toujours le métier de chasseuse. Alors bon, je veux bien que ce soit ta vocation et que effectivement t'es une aventurière, ça je l'ai compris. Mais au bout d'un moment, faut aussi savoir faire grandir son personnage, surtout par rapport aux événements du volume 3, où franchement je me demande mais pourquoi elle a des comportements encore de gamine les volumes précédents, suivants. Sans compter que voilà, par rapport à ses interventions, je sais que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire une héros de shonen sauce Big Mac, mais au bout d'un moment, ça devient juste saoulant. Je veux dire, la fille elle est presque en sortie d'adolescence, c'est bon, surtout par rapport à ton passif, c'est bon, calme-toi. Grandis un peu. Surtout, par exemple, un truc qui m'a un peu sorti des yeux, c'est que... Alors, Ruby, son trait caractéristique, c'est qu'elle a des yeux d'argent, qui sont des yeux extrêmement rares et qui sont extrêmement puissants pour lutter contre les créatures de Grimm. Alors, on sait pas exactement c'est quoi leur nature, mais la meuf, malgré le fait qu'elle le sache depuis fin saison 3, et même on pourrait même remonter dès le premier épisode où le directeur de Beacon lui a bien dit que ses yeux sont spéciaux, la meuf à aucun moment elle ne pose la question de se dire tiens, j'ai des yeux spéciaux et ils sont bien efficaces, je me demande bien qu'est-ce que c'est et comment m'en servir efficacement. Non, absolument à aucun moment. Et ça, c'est extrêmement frustrant, c'est-à-dire que la meuf c'est un boulet alors que c'est censé être la leader du groupe. Donc déjà ça pose un gros problème par rapport à ça. Et on a également un peu la même chose avec Yang et Blake, sauf qu'elles ont vécu directement les événements, on va dire, pour pas spoiler. C'est-à-dire que, par exemple, pour Yang, elle est censée avoir un syndrome de stress post-traumatique, post-volume 3. Vous serez d'accord avec moi qu'elle récupère de cela d'une manière mais extrêmement rapide. C'est juste scandaleux. Parce que au début du volume 4, fait comprendre qu'elle est dans un état mais absolument pas possible, quasiment dépressive. Et ce qui se passe, c'est que quelques épisodes après, sans qu'il y ait absolument aucun changement, pouf, elle devient normale. Absolument normale. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'il y avait moyen, encore une fois, de développer par rapport au personnage de Yang, qui en plus c'est un tempérament de femme battante. Yang, elle adore... Yang, c'est une fille qui est sûre de soi, c'est une fille qui est pétillante, etc. Et c'est franchement un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Le problème, c'est que tu me fous cette situation-là, en fait, où tu brises un personnage et tu le réexploites pas, quoi. C'est-à-dire que tu fais un truc bien et tu ne suis absolument pas la piste. Et Blake, c'est un peu la même chose, mais comme elle a le côté placide, elle est un peu moins intéressante que Yang, forcément. Weiss, je trouve que Weiss s'en sort mieux, la dernière membre du groupe. Dans le sens où son rapport avec sa relation abusive avec sa famille est beaucoup mieux traité. C'est-à-dire que tu sens le côté héritière d'une famille riche qui pèse sur ses épaules, tu sens le carcan de son éducation très lourde, et tu sens qu'elle essaie de lutter pour se libérer en fait, des tentatives de contrôle imposées par sa famille. Le problème étant l'exécution. Par exemple, tu vas pas me faire croire qu'une fille qui tabasse des créatures ultra dangereuses 3 fois plus grandes qu'elle se fasse arrêter par une porte en bois. Ça, j'ai du mal à y croire, par exemple. Mais est-ce que je peux comprendre éventuellement que le poids psychologique joue beaucoup. Et surtout, j'ai par exemple trouvé un peu dommage que le personnage n'ait pas gardé un de ses traits au début du volume 1, qui était le racisme. Alors je sais que vous allez me dire, comment ça, tu veux un personnage raciste ? Oui, j'ai envie d'un personnage raciste, parce que il y avait quelque chose d'intéressant justement avec le racisme de Weiss au tout début de la série,
c'est que c'est un racisme qui est hérité de sa famille. C'est-à-dire que sa famille a été victime d'attaques terroristes de Faunus, et très régulièrement dans le volume 1, enfin très régulièrement, relativement parlant, elle te sortait parfois des trucs un peu limites sur les Faunus. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant, surtout que dans son équipe, Blake est une Faunus. Et je trouvais que ça aurait pu être un développement de personnage ultra intéressant, de faire affronter la vision racisée de Weiss avec le fait qu'elle soit pote avec Blake. Et que Weiss, à un moment, elle a une scène en train de dire « Ouais, c'est vrai que j'ai déconné, c'est vrai que j'avais vraiment de la merde... c'est vrai que j'étais vraiment une fille pas cool du tout, je te demande pardon Blake. » Ça aurait pu être extrêmement intéressant de développer ce conflit-là. Et le truc, c'est que le racisme de Weiss, en fait, disparaît comme ça. On n'en entend plus jamais parler. Et je trouve que c'est un peu une opportunité manquée. Mais encore une fois, je trouve que le personnage de Weiss, en termes de développement de personnage, est celui qui s'en sort le mieux du quatuor. Et ça, c'est quand même peu dire. Parce que, on va pas se mentir, le reste du quatuor... Bon. Alors vous allez me dire les antagonistes, est-ce qu'ils rattrapent j'ai envie de vous dire les antagonistes, c'est l'être, mais c'est surtout le néant. Salem par exemple, c'est un cliché de Dark Lord, et ça c'est extrêmement... Vraiment perso ça me casse les pieds quand même pas possible. Salem, quand je dis c'est un cliché de Dark Lord, c'est littéralement un cliché de Dark Lord. La meuf, elle ne fout rien, elle laisse ses larbins faire tout le boulot alors qu'elle est décrite comme étant surpuissante. Qui fait qu'il y a des scènes où je me demande mais qu'est-ce que tu fous Salem, tes larbins foutent la merde, interviens, c'est pas possible autrement. Et le problème, et ça je vais éviter de spoiler par rapport au volume 8, mais il y a effectivement une rencontre avec Salem, et le truc c'est que cette espèce de personnage qu'on présente comme étant surpuissante, quasiment une déesse, elle se prend des claques de par son larbin. Explique-moi ça. Alors ok, elle domine le match, mais quand tu présentes un personnage qui est quasiment intouchable, qui a en plus des manières de lord anglais, excuse-moi, mais l'écart de puissance, je ne l'ai absolument pas senti, et ça c'est un problème dont on va reparler plus tard, mais quand tu me présentes un personnage qui est décrit comme étant surpuissant, tu me fais sentir l'écart de puissance, bordel de merde. C'est pas juste ouais, je suis la chef des méchants, je fais apparaître des créatures de Grimm, et je suis immortel. Oui, bah ok, t'es immortel, mais en attendant, tu sers à rien, t'es un boulet, meuf. T'es un boulet, tu laisses tous tes larbins bosser, mais toi, tu fous rien, je suis désolé, et tu sers à rien. Et en parlant de méchants qui servent à rien, est-ce qu'on parle de Cinder? Est-ce qu'on parle de Cinderfell? Ça, c'est peut-être la pire méchante de la série, parce qu'encore Salem. C'est un cliché de Dark Lord, ok, mais Salem, au moins, elle est vide, donc tu peux pas trop critiquer du vide. Cinder, en revanche, elle est casse-couille au possible. Cinder, c'est une espèce de gros bill. Pour ceux qui sont pas aficionados de l'univers de RP, un gros bill, c'est quelqu'un qui, en termes de joueur, va être toujours en train de chercher à rendre son personnage plus puissant, toujours plus pété. Et Cinder, c'est un peu ça. Cinder, concrètement, son seul trait de personnalité, c'est « je veux du pouvoir ». Ok, tu veux du pouvoir, pourquoi faire? Ouais, je veux du pouvoir. Ok, tu veux du pouvoir, mais pourquoi faire? Ouais, mais je veux être la plus puissante. Ouais, c'est un peu chiant. Alors ok, volume 8, on apprend en partie pourquoi elle en veut, mais le mal est déjà fait, c'est trop tard. On s'en bat les couilles de sa gueule, cette connasse. Et surtout le pire, parce que, encore à la limite, tu m'introduis son background... plus tard, d'accord, mais tu me fais évoluer le personnage, tu fais en sorte que le personnage soit intéressant. Par exemple, on aurait pu avoir, oui, cette personnalité over the top sur les 3 premiers volumes de la série, ça aurait pu être sympathique, mais notamment, elle se prend quand même plusieurs raclées, la Cinder. Bah oui, parce que la meuf, elle joue la meuf over the top, je suis invincible, je suis la plus puissante, mais elle se prend des tartes par quasiment tout le casting des gentils, donc au bout d'un moment... fais-la évoluer. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant de voir justement ce personnage qui a justement cette obsession du pouvoir pour les raisons qu'on connaît en volume 8 et que je ne spoilerai pas ici, et qui, devant le fait que son pouvoir soit remis en question ou le fait que son pouvoir soit faillible, pète un câble. Moi, j'aurais trouvé ça extrêmement intéressant. De voir un personnage qui psychologiquement se fait dessus à l'idée que quelqu'un puisse la remettre en question.
Alors que là, ça fait juste méchant à 2 neurones, obsédé par une seule chose, et qui est complètement inintéressant. Et qui, non seulement d'être inintéressant, est absolument imbuvable. Et le reste des méchants, si j'essaie peut-être Emerald, qui est assez intéressante, le reste des méchants, c'est une pitié. Et évidemment Roman Torchwick, qui avait un peu de panache, même si c'était un cliché de voleur. Il avait le panache, ça c'est vrai, mais le reste du casting des méchants, quel ennui. Honnêtement, quel ennui. Si on, ne serait-ce que par rapport à leur character design, mais quel ennui. On a le cliché du sociopathe, on a le cliché du méchant silencieux, on a le cliché du méchant nerd. C'est mauvais. Et il faut aussi, tant qu'on y est, qu'on parle de ce connard d'Adam. Oui, de ce connard. Le mec est d'abord présenté comme étant un terroriste qui veut lutter pour que son peuple ne vive plus sous le racisme et l'oppression, et qui en fait devient juste un ex abusif. C'est quoi ce développement de personnage? Le mec, alors certes, c'est un méchant effectivement, il est présenté comme étant machiavélique, dans le sens littéral du terme, mais quelque part il y avait moyen de faire un truc intéressant, il y avait moyen de faire de la réflexion autour de tout ce qui est l'oppression, quelque part. Un peu comme dans l'Attaque des Titans par exemple, où l'opprimé peut devenir le chasseur, et inversement. Et non, tu m'en fais juste un ex abusif qui court après Blake, à moitié en chialant en disant « Ah, qu'est-ce que tu lui trouves ?» C'est quoi ce personnage? Et personnage en plus qui a une fin de merde. Ah, je suis désolé. C'est pas bon, c'est mauvais. Et au final, et c'est ironique de dire ça, la méchante la plus intéressante du lot, c'est Neo. C'est Neo parce qu'elle est muette et que donc du coup elle ferme sa gueule, et c'est parce qu'elle ferme sa gueule qu'elle est plus intéressante artistiquement parlant. C'est absolument horrible de dire ça, parce qu'à chaque fois qu'un méchant de Ruby ouvre sa gueule, t'as envie de lui en coller une. C'est pas possible. Et c'est ça que j'adore dans le personnage de Neo, c'est qu'elle te fait tout comprendre mais en fermant sa gueule. Que ce soit au niveau des écarts de puissance, que ce soit au niveau de ses intentions, tout se joue dans le regard, etc. Franchement, Neo, je l'adore pour ça. Et franchement, si au niveau de l'écriture, c'était pareil pour les autres méchants, bah franchement, Ruby, ce serait une bien meilleure série déjà. Et ce qui m'amène au final au dernier point que j'ai à faire sur les antagonistes, au dernier reproche, c'est quoi leur objectif aux antagonistes? Pardon, j'entends pas. Oui, effectivement, parce qu'on n'en sait rien, on en a strictement rien à foutre. Et c'est ça qui me fait chier un peu, c'est que normalement un antagoniste dans une histoire, c'est censé être un peu le moteur de l'histoire, c'est celui qui donne des objectifs. Enfin, notamment, je sais pas si vous avez déjà vu ce reportage de Disney notamment qui vous expliquait qu'un bon méchant fait une bonne histoire, et qui disait que pour un animateur, il n'y a rien de plus intéressant que d'animer un méchant Disney, parce que s'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas d'histoire. Et ben là, c'est exactement la même chose. Et le truc, c'est que, ok, on a les méchants, on a les protagonistes, mais à part le fait que eux ce sont les méchants et eux les protagonistes, il n'y a aucun fond. Enfin, il y a littéralement aucune raison, il y a littéralement aucun enjeu derrière leur affrontement, à part de dire c'est les gentils contre les méchants. Et ça, c'est extrêmement triste. Et tant qu'on est sur les personnages, est-ce que vous êtes familier avec le monde du shipping? Oui, on va parler de ce sujet, effectivement. Parce que ça a un vrai impact sur le scénario et la qualité d'écriture de la série, et ça m'énerve particulièrement. Et je sais que vous savez de quel ship on va parler, parce que c'est le ship le plus insupportable. Je suis désolé sur ceux qui sont fans de ce ship, mais il faut dire les choses comme elles sont. C'est le ship Yang et Blake. Et le problème que j'ai avec ce ship, alors qu'on se mette bien d'accord, avant, vous pouvez shipper qui vous voulez avec qui vous voulez en termes de personnages, c'est votre problème, enfin votre problème. Puis d'ailleurs c'est bien créativement aussi parlant, ça fait vivre une œuvre. Le seul problème que j'ai, c'est que ça impacte directement le scénario de la série, vu que c'est le ship le plus populaire de Ruby. Et le problème, c'est que ce ship là, il est forcé, on nous l'impose au forceps. Sur les 3 premiers volumes de Ruby et sur le tout début de la période post-Montium, on avait le ship aussi avec Sun et Blake.
Et là, il y avait quelque chose d'intéressant parce qu'il y avait de l'alchimie entre les deux personnages. Ça s'envoyait des vannes, ça fronçait les sourcils, ça rougissait. Il y avait quelque chose d'intéressant. Puis notamment, je pense, alors je sais plus si c'est le volume 4 ou 5, mais notamment tout le cliché, voilà, un peu mignon et s'articulé du... Enfin, quand ils reviennent dans leur pays, dans le pays des Faunus, le cliché où Sun rencontre les parents de Blake, et où il y a tout le côté, en fait, ah, dis donc, chérie, tu nous as ramené un copain. Maman. Et ça, c'est des petits trucs à la con, mais ça fait une relation crédible. Ça donne de l'alchimie entre eux. Et surtout qu'en plus, on a beaucoup de scènes où il y a une alchimie, il y a une évolution entre les deux personnages. Tu sens qu'ils évoluent ensemble, main dans la main. Et le problème que j'ai, moi, avec Yang et Blake en tant que ship, c'est que depuis que ce ship est ultra populaire, on nous l'impose au forceps. Et c'est absolument un ship, quand on pourrait dire ça poliment, sorti du cul. Alors, ok, je sais ce que vous allez me dire, il y a plein de scènes avec Yang et Blake. Ok, effectivement, mais si vous me les comparez avec les scènes Sun et Blake, c'est du pipi d'âne. Soyons honnêtes ensemble, c'est du pipi d'âne. Surtout que le problème que j'ai moi avec le ship Blake et Yang, c'est que basiquement toute leur relation se résume à des regards et de je te tiens la main. J'accepterai absolument pas ça en termes de relation. C'est quoi cette relation? Je suis désolé. À chaque fois, ils nous font le focus sur Yang qui prend la main de Blake, ou Blake qui prend la main de Yang, ou des deux qui se regardent. Moi je veux bien, si tu veux, mais c'est juste de la mauvaise écriture. Et je dis même pas ça parce qu'elles sont lesbiennes. Ça, je m'en bats les steaks. Ça aurait été un couple hétéro, ça aurait été pareil, ça m'aurait cassé les couilles. Et je dirais même que c'est parce qu'elles sont lesbiennes que c'est pire, parce que ça se sent et ça se voit, et je suis désolé, que c'est du queerbaiting, mais forcé, absolument forcé. Et du moins, j'espère pour vous, que ce sera pas simplement un queerbaiting et que ce sera bien confirmé par la suite. Parce que cette putain de relation tourne autour du pot, ça casse les couilles, et honnêtement parlant, j'aimerais qu'il y ait enfin un vrai développement de personnage entre les deux. Parce que ok, et ça par contre je trouve que ça aurait pu être intéressant que les deux se soient alliés dans l'adversité et que les épreuves ont fait qu'elles se soient rapprochées, mais leur alchimie, je suis désolé, leur alchimie, j'émets des grosses réserves là-dessus. L'alchimie Blake-Yang, je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Ensuite, parlons un peu de ce lore, du lore de Ruby, qui est exposé très maladroitement. Alors à la limite, c'est plus du pinaillage cette partie-là, mais j'aimerais juste parler de la mini-série, entre guillemets, qui expose le lore de Ruby, The World of Remnant. Pour moi, c'est juste un gros défaut d'écriture, parce que le truc, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en fait, il y a la série Ruby, et il y a une espèce de mini-série qui était apparue au tout début de la série, qui s'appelle The World of Remnant, en fait, qui t'explique les concepts de base de la série. Honnêtement, j'ai un problème avec ça, parce qu'au niveau de la narration, ça casse tout, parce que si t'es un connard comme moi, qui a regardé la série en se disant, bon, le World of Remnant, c'est du bonus, t'as des concepts qui vont être clés, qui vont pas être exposés dans la série, et tu vas être largué. C'est un peu comme si, pour te faire une analogie, tu regardais le Seigneur des Anneaux, puis à la scène en fait où Frodon découvre l'anneau, Gandalf lui disait tu vois Frodon, cet anneau, il faut que tu le détruises dans le volcan qui est de l'autre côté du continent. Pourquoi Gandalf? Ah, parce que tu détruiras le mal. Pourquoi Gandalf? Est-ce que tu as déjà lu quelque chose qui s'appelait Bilbo le Hobbit et le Silmarillion? C'est disponible dans ta librairie ou chez ton marchand de journaux, tu devrais essayer. Enfin... non, Tolkien il fait pas ça. Tolkien lui, il te dit c'est quoi l'anneau unique, il te dit pourquoi c'est important, et ça te donne du sens. Tu comprends pourquoi Frodon il doit se casser le cul à traverser tout le pays pour aller le jeter dans le volcan dans la montagne du destin. Et dans Ruby, bah, c'est exactement l'inverse. C'est qu'en fait, ils te introduisent un élément, et si t'as pas regardé l'épisode de World of Remnant avant, bah t'es paumé. T'es littéralement en train de te dire alors attends, c'est quoi ça, ça fonctionne comment? Et pour moi c'est juste de la mauvaise écriture, mais encore une fois c'était sur les premières saisons de Ruby, et à la limite je pardonne un peu, c'est un peu du pinaillage, sachant que c'était du contenu gratuit à la limite, et
sachant qu'il n'y avait pas la prétention qu'il y avait derrière. Les auteurs de Ruby au niveau de leur écriture, ça aussi un peu entre la flemme et la prétention. C'est-à-dire que le scénario de Ruby post-Montium, alors Montium de base savait que ça volait pas très haut, mais il avait de la modestie si tu veux. Montium, il savait que, bon, il te disait, bon, les dialogues ça vole pas haut, le scénario, je progresse, mais vous inquiétez pas, je vais faire de mon mieux, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Alors que là, les auteurs de Ruby, je suis désolé, ça essaie d'inclure des thématiques politiques, mais très maladroitement exposées. Genre par exemple, les Faunus, qui sont un peu l'archétype du racisme dans Ruby. Qui sont censés être voilà, méprisés, maltraités par les humains. T'apprends dans la série que ce sont des terroristes, etc. Et que, basiquement, ouais, d'accord, il y a du racisme, mais ils l'ont un peu cherché. C'est quoi cette morale absolument horrible. Donc voilà, t'as des trucs comme ça, par exemple. T'as également tout le côté avec les élections dans le volume 7. Où t'as le côté, ouais, les politiciens, ils sont corrompus, ils veulent que le pouvoir. C'est cliché, c'est redondant. Et paradoxalement à ça, on a aussi un côté flemme générale. C'est-à-dire que les graphismes sont meilleurs que les trois premiers volumes, c'est vrai. Et ça, je vais pas du tout démentir. Par contre, les scènes d'action, mais qu'est-ce qu'elles sont molles du cul, notamment je pense au Gros Golem volume 4. Qu'est-ce que c'est mou du cul, alors qu'on avait des combats contre des créatures beaucoup plus grosses, qui étaient beaucoup plus prenantes. Sans compter ici le nombre d'épisodes incroyables où les personnages passent juste leur temps à s'asseoir pour débriefer sur du néant, sur des morceaux de scénario qui ne sont pas encore arrivés. Les designs des nouveaux personnages qui sont à chier, enfin qui correspondent même plus aux 4 couleurs d'origine de la série. Concrètement parlant, l'écriture des dernières saisons de Ruby, ça aussi entre la flemme et de la prétention. Et ça me fait chier parce que quand les auteurs ils se sortent les doigts du cul, ils peuvent te pondre quelque chose de génial. Notamment je pense volume 5 si je ne dis pas de bêtises, ou volume 6, j'ai un doute, il me semble que c'est volume 5. Non, volume 6. Volume 6, il rencontre en fait une créature de Grimm qui s'appelle Apathie. Enfin des créatures de Grimm vu que ce sont une meute. Elles ont ce truc spécial que sans avoir à toucher ou quoi que ce soit, leur simple présence dans les lieux te fait perdre ta volonté de vivre. Et ça, je trouve ça mais extrêmement intéressant. Et notamment, je comprends pourquoi des gens se sont raccrochés les wagons à Ruby après cet épisode-là, parce que c'était vraiment une idée géniale. Et l'épisode en tant que tel était vraiment génial. Enfin, l'épisode, il y en a eu plusieurs, il me semble, il y en a eu moins 2 ou 3. Mais c'était vraiment une idée géniale. Et même moi, j'étais sur le cul, j'étais en train de me dire, waouh, attends, qu'est-ce qui se passe, un truc psychologique dans Ruby. Oh mon dieu, c'est fantastique, faut absolument que je vois la suite de cette saison. Bon, la suite de la saison était absolument désappointante au possible. entre un boss final qui se fait one shot et un antagoniste qui se fait flinguer en mode je me torche le cul avec le power scaling. Voilà. Mais ça montre que quand les auteurs de Ruby se sortent les doigts du cul, ils peuvent te pondre quelque chose qui est génial. Ils peuvent te pondre un putain de concept. Et c'est ça qui me fait m'accrocher à Ruby encore une fois, parce que je me dis, ils ont moyen. Ils ont le lore, ils ont l'univers pour faire un truc génial. Et à chaque fois, c'est en mode, je m'en bats les steaks. Alors évidemment, si tu t'en bats les steaks, tu peux pas faire un truc bien. Enfin, on va juste terminer ce vlog sur plein de petites incohérences. Par exemple, le coup d'état d'Atlas pendant les élections, je sais pas si vous vous souvenez, où c'est dit spécifiquement dans le lore que les Faunus peuvent voir dans le noir, et basiquement on fait porter le chapeau à quelqu'un alors qu'il y a des Faunus dans l'assistance. Qu'est-ce que c'est que ces connards? Pourquoi ils ont pas ouvert les yeux alors que tout était plongé dans le noir? Qu'est-ce que c'est que ces connards? Idem, le world building est absolument incohérent aussi. Alors au début, sur les 3 premières saisons, on avait un world building en fait où c'était quasi rétro-futuriste. Et sur la fin, avec des... Et sur la fin en fait, sur les dernières saisons, on se tape des villages traditionnels asiatiques, on se tape des forges. Alors moi je veux dire, ok, j'ai regardé Avatar, et par rapport à entre Avatar et la légende de Korra, il se passe un peu ça.
mais là c'est complètement dissonant. On passe du Moyen-Âge, enfin on passe d'une époque moderne au Moyen-Âge. J'aimerais de la cohérence, j'aimerais que le monde soit à peu près similaire, quoi. Et puis bon, sans compter évidemment le power scaling anarchique, mais bon, je reviens encore sur l'antagoniste qui s'est fait flinguer, volume 5 ou 6. Volume 6. Enfin, tout de même, lors de sa première apparition, il était censé être une étape quasiment infranchissable. Enfin, quasiment infranchissable. C'est un antagoniste, donc c'est une étape qui va forcément être franchie dans l'évolution des héros. Mais le problème, c'est que pourquoi je dis ça, c'est dans le sens où les héroïnes, elles ne se sont jamais entraînées entre temps. Et tu les remets face à ce même connard, et en fait, elles y arrivent. Elles y arrivent. C'est pour ça que j'étais là en train de me dire, ah attends, il y a un petit problème de power scaling là. C'est quand même bizarre Et c'est pareil aussi, j'en ai aussi mentionné Salem sur la dernière saison. Et franchement, moi ça m'emmerde. Et pareil, le truc avec les yeux d'argent de Ruby, alors c'est très bien. Mais le problème c'est que du coup, si elle peut one shot, alors je spoil, hein, pardon, mais fin volume 6, elle se frite face à un Léviathan de Grimm. La meuf le one shot. Comment tu peux me justifier qu'après coup, tout le reste des créatures de Grimm, non seulement ne le one shot pas, mais qu'en plus, tu veux me faire passer ça pour une menace. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, cette connasse, Ruby, je suis désolé, elle a des putains de yeux d'argent, d'où qu'elle s'en sert pas H24. Alors d'où qu'il n'y a pas absolument de contre-coup. Moi je vous le dis, ça me pose un problème en termes de scénario, parce que si cette connasse peut one-shooter absolument tout, absolument toutes les créatures de Grimm, pourquoi elle n'utilise pas davantage? Et moi franchement ça me frustre particulièrement. Si je devais conclure sur Ruby, je dirais que Ruby c'est un peu comme si tu avais tous les ingrédients pour faire des crêpes, les meilleures crêpes possibles, mais qu'avec ces ingrédients là, tu faisais des crêpes que tu achètes en marque discount. C'est les vieux trucs secs et dégueulasses qui se coûtent pas très cher. Bah, c'est un peu ça Ruby, c'est du gâchis. Et ça, franchement, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur parce que j'aime Ruby. J'aimerais vraiment que ce show il devienne quelque chose de grand. Mais malheureusement, le mal est déjà fait. Et je vais sans doute continuer à suivre la série. Je vais sans doute aller jusqu'au bout. Mais pour moi, c'est un peu trop tard. Et je pense que je ferai une review plus en détail de Ruby lorsque ce sera fini. Mais à l'heure actuelle, c'est malheureux à dire, mais Ruby c'est pas un bon show. Et, je vous conseille quand même les 3 premières saisons. Alors oui, c'est cheapos, les 3 premières saisons sont cheapos, mais il y a quelque chose que les saisons ultérieures de Ruby n'ont pas, et c'est le panache, et c'est ça qui faisait la différence. Alors que là, la seule chose qu'il y a dans les dernières saisons de Ruby, c'est le panaché. C'est juste l'envie de se faire du fric sur une licence qui a bien grossi, et ça c'est triste. Même si, encore une fois, je vous invite à vous faire votre propre avis, bien évidemment, sur cette série, sachant que, ça se trouve, vous la trouverez très bien. Bref, merci d'avoir suivi ce petit vlog où je vous parle de Ruby et de mes pensées sur cette série que je suis depuis quelques temps. Je m'excuse si je vais être un peu distant au niveau des vidéos, mais je vais avoir beaucoup de travail notamment à faire. Mais en attendant, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter cette vidéo pour m'aider à me référencer, cela me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous laisse, continuez de sourire, de cultiver votre jardin. Sur ce, ciao les gens!